L'introduction de la biométrie dans le processus électoral malien, une innovation qui apparaît comme un rempart contre les fraudes décriées à propos des précédents scrutins organisés dans notre pays. C'est le dossier de la rédaction sur le sujet. Le deuxième dossier de la rédaction est consacré aux produits les plus sollicités par les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques marchés de Bamako pour en savoir davantage. À 7 jours de l'élection présidentielle, pour faire le point des préparatifs du scrutin du dimanche, notre invité est Bassidi Koulibaly, directeur général de l'administration du territoire. Un entretien à suivre dans quelques instants. Voici pour les titres. Nous sommes dimanche 21 juillet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le président de la République par intérim a reçu tout à l'heure les leaders des groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou. Leur entretien a porté essentiellement sur la paix et la réconciliation nationale. Les représentants des groupes armés ont réitéré au chef de l'État leur engagement à respecter l'unité nationale et à œuvrer aux côtés des autorités maliennes pour la bonne tenue de l'élection présidentielle dans le nord du pays, particulièrement à Kidal. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation, Ibrahim Aga Saleh, au micro d'Ibrahim Traoré. Nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la réconciliation, nous avons parlé de... Il faudra que chacun d'entre nous vraiment se fasse à lui-même le pionnier de la paix pour une reconstruction, pour pouvoir avancer. Ce que nous avons lancé comme message pour la ville de Kidal, c'est qu'il faudra que chacun mette un peu de son sien pour pouvoir nous laisser l'accord signer les engagements pris de part et d'autre à Ouagadougou devant la communauté internationale avancée. Et je pense qu'ils m'écouteront d'un très bon œil, bien que, vous savez, c'est pas facile de tous les côtés. Il y a la guerre. Je lance un appel solennel à tous les fils de ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, d'œuvrer pour une construction et d'œuvrer pour que nous puissions atteindre 60 jours après la mise en place du nouveau président et du gouvernement un accord définitif pour que nous oublions ces rébellions. L'État a profité de cette audience pour rompre le jeûne avec les leaders des groupes armés. Ensemble, ils ont prié pour un Mali uni dans la paix avec tous ses enfants réconciliés. Il faut signaler que cette rencontre avec le président de la République par intérim intervient en prélude à la première réunion de suivi-évaluation de l'accord préliminaire signé à Ouagadougou. La réunion se tient demain ici à Bamako en présence de toutes les parties signataires de la communauté internationale et la communauté internationale. Voilà, nous suivons cette rupture de jeûne avec le président de la République. Nous ouvrons à présent la page élection de ce journal. À une semaine de l'élection présidentielle, l'affluence au niveau des centres de retrait des cartes Nina n'est plus la même par rapport à celle observée lors du démarrage de l'opération. Qu'est-ce qui explique en tout cas cet état de fait? Notre équipe de reportage dirigée par Moussa Fane a fait le tour de quelques centres de Bamako. Suivons son reportage. L'opération de distribution des cartes Nina a débuté par une grande affluence des citoyens dans les centres de retrait à Bamako. Plus de 20 jours après, la mobilisation affaiblie. Nous avons visité quelques centres, au groupe scolaire de Bois-de-la-Bougou par exemple. L'affluence a beaucoup réduit. Vu le nombre de cartes retirées, c'est dû un peu à ça. Ne serait-ce que voir la liste d'émargement, vous vous rendrez compte que beaucoup de cartes ont été enlevées. À la date d'hier, nous sommes à 76% de taux de distribution sur l'ensemble des cartes que nous avons reçues. Au début, on distribuait 1000 cartes par jour, mais actuellement, on n'arrive même pas à 150 cartes. De Bois-de-la-Bougou à Mayambougou, en passant par Sokoningo, les citoyens continuent de retirer leurs cartes, même si l'affiliation n'est plus la même. Je suis là pour retirer ma carte Nina. Je suis même surpris quand je suis venu, je n'ai même pas fait une bonne minute. Les gens doivent venir parce que les élections à venir là constituent pour nous tous un défi à relever. On est heureux de Kadjan. On est avec 7e. Mais ça ne faut pas dire qu'on on met fait fan. Il faut la cata la geste sur nous. Masure bon big tourning tale au kokongane bon de kamana. Pour certains agents en charge de la distribution des cartes,
Les cartes non retirées appartiendraient en grande partie aux aides ménagères. Il y a aussi les cas de décès. La première semaine de la distribution, moi je parvenais à distribuer 448 cartes par jour. Bon, là où nous sommes, je n'arrive pas à dépasser les 50 cartes par jour. Maintenant, les cartes qui restent ici, les cas de transfert, les servantes aussi, bon, et les cas de décès aussi. On a atteint quand même les 3 quarts des cartes reçues. Chaque équipe a un minimum de 2000 cartes. Sur les 2000, nous avons des cartes maintenant de 500, de 400. Certaines sont dans les 400 et les 500. Par ailleurs, au cours de son passage, notre équipe de reportage a constaté que les listes d'électeurs sont bien en place au niveau des centres de vote. Je vous l'annonçais dans les titres, notre invité est le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Coulibaly. Avec lui, nous ferons le point des préparatifs du scrutin du dimanche 28 juillet. Monsieur Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Ma première question, c'est de réagir par rapport à l'élément qu'on vient de suivre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les jeunes gens, parce qu'il s'agit seulement de constater que beaucoup de personnes ont passé et beaucoup d'électeurs sont partis aller vers la carte d'électeur. Aujourd'hui, l'agent a bien expliqué qu'ils sont à 76% au niveau de leur commune. Mais quand vous prenez la situation d'ensemble, sur l'ensemble du territoire national, pratiquement nous sommes à 80-90% de taux de remise. Quand vous prenez la région de Caille, la région, le taux moyen au niveau de la région de Caille est de 82% pour l'ensemble de la région. Sinon, à l'intérieur des cercles, il y a des cercles qui sont à plus de 90%. Quand vous prenez la région de Koulikoro, là aussi, le taux aussi entre 80 à 88%. La région de Sikasso, là, le taux aussi entre 80 à 95%. Au niveau de la région de Ségou, le taux aussi entre 85 à 92%. Au niveau de Mopti, entre 75 et 95%. Au niveau de la région de Tombouctou, le taux aussi entre 75 à 85%. Au niveau de la région de Gao, le taux aussi entre 30 à 85%. Le seul taux qui est un peu faible au niveau de la région de Gao, c'est au niveau de la région de Ménaka, le cercle de Ménaka, parce que vous connaissez la cause, c'est qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de Ménaka qui se trouvent dans les camps de réfugiés. Et quand vous prenez le district de Bamako, là le taux aussi entre 65 à 79%. Donc nous avons un très bon taux sur l'ensemble du territoire et nous avons un taux global au niveau national qui fait 82%. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à une grande affluence au niveau des centres de vote parce que toutes les cartes ont été quasiment enlevées. Il reste maintenant les cas des décès. Bien sûr, comme il l'a bien expliqué, il y a aussi les cas des transferts. Il y a aussi des personnes aussi qui se trouvent dans les camps. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme pour prendre les cartes de ces personnes-là pour pouvoir les acheminer au niveau des différents camps, que ce soit au Burkina, au Niger ou à Mauritanie. Quand on prend la région de Kidal, aujourd'hui, nos équipes ont distribué à peu près 5654 cartes. Malgré parce que ça n'a pas démarré tôt à Kidal, malgré tout cela, il y a quand même un taux satisfaisant. Non, absolument, les équipes sont à pied d'œuvre et nous pensons qu'ils pourront certainement, elles aussi, certainement atteindre un très beau taux d'ici le 26 ou 27 juillet. Donc nous avons aujourd'hui un taux vraiment satisfaisant. Nous allons approcher d'ici le 26 ou d'ici le 27 à peu près 90 ou 95% de taux de remise. Nous savons que par rapport à ces cartes Nina, c'est quand même différent des autres scrutins passés où l'électeur pouvait retirer sa carte au niveau du bureau de vote. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Non, tout à fait, parce qu'il a été décidé que les cartes vont être distribuées jusque le 27. À partir du 27, il n'y aura plus de distribution de cartes. Et les cartes ne seront pas non plus dans les bureaux de vote. Donc ça, c'est la différence fondamentale avec les anciennes cartes d'électeurs. Et les anciennes, pour faire une comparaison, bon, même si la comparaison n'est pas bien adaptée, les anciennes cartes, on avait un taux de remise très faible, autour de 40-50%. Quand nous prenons en 2011, à la veille des élections avortées de 2012, on avait plus de 1 700 000 cartes non distribuées. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, la satisfaction est grande, que nous avons atteint ce taux admirable qui est autour de 85% ou 90%. C'est ça. Donc nous sommes largement satisfaits et c'est le lieu pour nous de remercier bien sûr les électeurs qui ont adhéré au processus. Nous remercions aussi les autorités administratives, les équipes de remise pour leur engagement. Nous remercions aussi les organisations de la société civile, la presse, qui aussi s'est investie fortement à nos côtés pour justement expliquer la portée, le bien fondé de la carte Nina.
Monsieur Koulibaly, parlons à présent du matériel électoral. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? Est-ce que le matériel est sur place? Vous savez, le ministre a bien indiqué depuis 2 semaines que nous sommes aujourd'hui fin prêts pour tenir les élections. La date d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce matériel électoral, que ce soit les urnes, les isoloirs, sont déjà en place depuis fort longtemps. Maintenant, il s'agit pour nous, depuis 2 jours, nous sommes en train d'acheminer sur les différentes localités les bulletins de vote. Parce que tous les bulletins de vote sont aujourd'hui entre nos mains et ils sont en voie d'être acheminés vers les différents centres de vote. Que ce soit les bulletins de vote, que ce soit les autres documents, la liste électorale, vous l'avez indiqué tout de suite, les listes électorales sont affichées au niveau de toutes les communes. Parce que ça, c'est une exigence de la loi électorale pour dire qu'il faut afficher les listes électorales 7 jours avant le scrutin. Et depuis hier, toutes les listes ont été affichées dans toutes les communes du Mali et dans les missions diplomatiques et consulaires. Donc, les documents électoraux, listes électorales, feuilles d'émargement, les encres, tout est aujourd'hui disponible et tout est en voie d'être acheminé dans les différentes localités et dans les missions diplomatiques. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Les unes, les isoloirs, il n'y a aucun problème. Les autres documents électoraux, comme je l'ai dit, ils sont en voie d'être acheminés. Et les agents électoraux sont en train d'être formés. La formation va prendre fin le 25. Cela veut dire qu'à partir du 25, nous serons totalement opérationnels pour organiser le scrutin le 28 juillet. C'est ça. Monsieur Koulibaly, par rapport toujours à ces élections, il y a eu quand même une innovation. Le lecteur peut consulter à travers les technologies de l'information et de la communication son bureau de vote. Ça peut quand même faciliter la tâche? Tout à fait, c'est un moyen de plus. Mais le moyen physique, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès au SMS. Donc nous avons développé une stratégie d'information de l'électeur, surtout dans les grands centres urbains. Les grands centres urbains comme Bamako, comme Ségou, comme Sikasso, comme Kaï, comme Mopti, ça, dans les grands centres, il y aura des équipes d'orientation. Des équipes d'orientation pour orienter les électeurs. Je dois rappeler que ce sont les anciens centres de vote qui sont retenus. Il n'y a pas eu d'autres modifications dans les centres de vote. Cela veut dire que quand vous avez voté en 2007 au niveau d'un groupe scolaire, c'est le même groupe scolaire qui est retenu pour vous recevoir pour que vous puissiez effectuer votre vote. Mais à partir du groupe scolaire, il y aura nos équipes qui seront là, les équipes qui vont vous orienter sur votre bureau de vote. Parce que dans les centres de vote, il y a les différents bureaux de vote. Donc à ce niveau-là, d'abord, les gens peuvent consulter les bureaux de vote à travers Internet, à travers SMS, au moins des SMS, mais surtout dans les grands centres, comme Bamako, je l'ai indiqué tantôt. Et à Bamako, il y a 126 centres de vote qui sont déterminés. Donc les Bamakois vont voter dans les anciens centres de vote. Donc il n'y a pas d'autre changement à faire. C'est que là où vous votez habituellement, c'est là où vous devrez aller pour faire votre vote le 28 juillet. Cela est valable pour la ville de Sikasso, où il y a des centres de vote. À Kaï, c'est la même chose. À Ségou, c'est la même chose. Dans les villages et nos fractions, là, la situation ne change pas. Parce que les gens sont habitués, ils connaissent déjà leur ancien bureau de vote. Donc il n'y a pas de difficulté à ça. La seule difficulté, c'est au niveau des grands centres. Et pour toutes les personnes aussi qui ont été transférées. Ça, ces personnes, c'est elles-mêmes qui ont décidé. Au moment de l'établissement des listes électorales, elles ont décidé elles ont choisi les lieux de vote. D'une commune à une autre, d'une ville à une autre. D'une ville, tout à fait. Par exemple, quand vous venez de Gao ou de Mopti ou bien de Tombouctou, vous avez changé de domicile, vous avez décidé que vous allez voter en commune 2, donc c'est au niveau de la commune 2 que vous avez choisi votre lieu de vote. Donc cela a été retenu. Donc partout où les gens ont décidé qu'ils ont fait le choix de leur lieu de vote, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement, ce choix a été accepté et reconduit. Donc nous n'avons pas de difficulté avec les transferts, nous n'avons pas de difficulté en ce qui concerne les villages et les fractions. Donc s'il y a difficulté, il peut y avoir, c'est uniquement au niveau des centres urbains. Et là, nous avons dit que nous allons développer un mécanisme d'orientation le jour du scrutin pour que les gens puissent immédiatement, déjà, à partir des listes qui sont affichées, toutes les personnes ou tous les électeurs peuvent aller dans les différents centres, à partir d'hier et les jours suivants, pour aller connaître le numéro de leur bureau de vote. Donc à ce niveau-là, nous avons pris suffisamment de dispositions pour que l'électeur soit bien informé avant le dimanche prochain. Nous sommes en hivernage, il faut compter avec de la pluie. Et quelles sont les dispositions en la matière? Vous savez, la loi électorale a prévu des situations particulières. Quand il y a des phénomènes naturels qui perturbent un peu le vote, la loi a indiqué la voie à suivre.
Il s'agira justement des cas de force majeure. S'il y a des cas de force majeure, donc l'autorité administrative, le préfet, en relation avec le gouverneur, va fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Donc quand il y a la pluie, par exemple, le 28 juillet, entre 7h et 8h ou 7h et 9h, donc les différentes autorités sont à même de fixer de nouvelles horaires pour permettre le vote de se réaliser. Si ça va au-delà, même si la clôture doit se faire au-delà de 18h ou 19h, en raison des intempéries, donc l'autorité administrative, les préfets en particulier, a la latitude, au regard de la loi, de décider les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Donc à ce niveau-là, la loi électorale a prévu justement de gérer cette situation particulière. À 7 jours du scrutin, est-ce qu'il y a aujourd'hui un appel à lancer? Le message, oui, absolument. Le message, nous sommes très heureux ce soir d'apprendre toutes les bonnes choses qui se passent au niveau de la présidence de la République. Donc nous sommes rassurés de tout ce qui se passe aujourd'hui à Kidal. Cela veut dire qu'aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que nous puissions avoir un scrutin qui se déroule dans de très bonnes conditions, avec la participation de tous les Maliens, partout où ils se trouvent, à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une très bonne nouvelle. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que l'administration de façon générale, l'administration du territoire plus la DG, nous avons pris toutes les dispositions pour que les élections puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. La remise de la carte Nina a été un succès. Je peux penser que ça a été un succès. Il reste maintenant le matériel électoral de se mobiliser, de relever les défis qu'elle a dit tout de suite. C'est le grand défi qui s'impose à tout le peuple malien pour que ces élections-là soient des réussites, une réussite totale pour l'ensemble du peuple malien, pour nous permettre de sortir de cette situation. Donc l'appel que je lance, c'est bien sûr un appel patriotique que nous lançons à tous les Maliens pour lever ce grand défi, un défi qui s'impose à la nation malienne, et nous sommes capables, les Maliens sont capables, avec les ressources dont ils disposent, les ressources morales, intellectuelles dont ils disposent, pour que nous puissions avoir cette fois-ci un taux qui puisse magnifier l'importance, ou en tout cas l'approfondissement de la démocratie au Mali, en tout cas la consolidation de l'unité nationale, et c'est le sens de l'appel que nous lançons à tous les Maliens, à tous les électeurs, pour qu'ils sortent massivement le dimanche 28. En tout cas, l'administration est prête à recevoir les votes et bien sûr à les centraliser. Et je pense que dans les prochains jours, il y aura une rencontre entre l'administration et les délégués des candidats pour convenir, pour leur expliquer les mécanismes de centralisation des résultats. Donc, c'est des résultats transparents, une élection transparente, juste, équitable. Merci, M. Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration, du territoire, et vous étiez sur ce plateau pour nous faire le point des préparatifs du scrutin du dimanche prochain. Merci de votre disponibilité. Merci. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, le président du Comité national légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le lundi 22 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Chaka Diara, UFD, 10h, Moussa Mara, Yelema, 10h30, Alouseni Maïga, Panafrique, 11h, Cheikh Keita, UDA, et 11h30, Ousseini Guindo, Codem. Le président du Comité national de légal accès aux médias d'État informe les candidats Sibiri Koumare Sira, Ousseini Guindo, Codem, que l'enregistrement de l'entretien de 10 minutes se fera dans la matinée du lundi 22 juillet 2013. Tous les candidats prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. Vous pourrez suivre donc après ce journal les messages de campagne des candidats Soumaïla Sissé de l'URD, Ahmed Sow RDT, Ousmane Ben Fana Traoré PCR et Aïdara Aïchata Alassane Sissé Alliance Château 2013. Les listes électorales biométriques 2013 sont disponibles dans les 126 centres de vote du district de Bamako. Le gouverneur Georges Togo s'est rendu hier après-midi au centre de vote Aminata Diop de Lafiabougou en commune 4 pour constater l'effectivité de l'opération Fademba Keïta. L'affichage des listes électorales biométriques répond à une disposition légale qui stipule que les listes doivent être affichées une semaine avant le scrutin. Les listes électorales sont désormais affichées au niveau de tous les centres de vote du district de Bamako. C'est concret, chacun peut aller voir
identifier son bureau de vote, son lieu de vote et prendre les dispositions conséquentes en attendant le jour précis du scrutin. Ces listes seront affichées du matin de 7h à 18h et il y aura les forces de sécurité qui vont sécuriser les trucs. Et le soir, il y a un gardien qui est spécialement mis ici pour les faire rentrer. Au centre de vote Aminata Diop de la Febougou en commune 4 et Nelson Mandela de l'Hippodrome en commune 2, certains électeurs cherchent déjà leur bureau de vote. Je suis venu voir mon bureau de vote et le lieu de vote. Et puis pour les parents également, j'invite tous les habitants du quartier à venir voir, consulter les listes et puis essayer de reconnaître leur bureau de vote. En rappelant que la carte Nina ne peut être utilisée que par son propriétaire. La paix et la sécurité, deux thèmes clés du meeting géant organisé par le candidat Jamil Bitar. Pour plus de précisions, suivons ce reportage à Lousseini Touré. Un tour d'honneur pour saluer ses militants venus de tout le Mali. Puis Jamil Bitar s'attaque à son sujet. Selon lui, notre pays n'a pas besoin de violence sous quelque forme que ce soit. Il a d'ailleurs réagi aux derniers événements intervenus à Kidal. Je condamne fermement. Nous sommes dans un processus de dialogue, de paix. Et ce processus ne devrait pas être interrompu. Les gens qui sont malveillants à ce niveau devront se dire que plus jamais ça au Mali. Les Maliens en ont marre aujourd'hui. Les Maliens veulent vivre dans la paix et de la cohésion. Vous avez compris les réactions des différentes couches de Kidal qui ont réagi même violemment par rapport justement à cette situation. Président sortant du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar a été au plus près des citoyens dont il mesure le degré de souffrance. J'ai pu constater les conditions de vie difficiles des femmes qui ploient sous le lourd fardeau des charges quotidiennes du foyer. J'ai été interpellé par les jeunes qui souffrent du chômage. J'ai compris le malaise des agriculteurs, des paysans qui se demandent s'il faut répartir à l'orée de chaque hivernage. Je me suis entretenu avec les travailleurs qui parviennent difficilement à faire face aux charges imposées par le ménage. J'ai mesuré à sa juste valeur la souffrance des familles installées dans les quartiers inondables, perplexes en ce début d'hivernage. Bien sûr, les potentialités de notre pays ne nous autorisent pas à baisser les bras. Une politique volontariste, surtout axée sur le travail, permettra de remettre le pays sur les rails et d'atteindre rapidement l'émergence. Il faudra mettre les Maliens au travail, tous au travail, pour garantir notre autosuffisance alimentaire, la sécurité pour tous et pour faire de l'éducation et la protection sociale une réalité pour tous, après avoir résorbé le chômage par la création de 750 000 emplois. C'est ce à quoi je vous invite en empruntant le chemin de l'émergence. Mon projet de société qui se décline en 5 principaux axes qui fondent la logique de notre démarche. D'abord, la paix, la sécurité et la stabilité du Mali. Pour que cela soit durable, il convient d'abolir la précarité et les injustices à tous les niveaux. Ce qui exige naturellement de consolider les fondements de l'État démocratique, la République pour de vrai. Un socle permettant à son tour de renforcer les bases de l'économie nationale, ce qui ouvre la voie pour atteindre l'émergence par la productivité. Bitar s'engage également à redresser l'économie, à consolider la paix et la démocratie, toutes choses que selon lui, l'on ne saurait réaliser sans avoir le pouvoir de décision. Après le taux de plus de 87% de cartes Nina retirées enregistrées dans la région de Ségou, le second défi de la région, c'est celui de la mobilisation le jour du scrutin. 80% de taux de participation à cette élection, c'est l'objectif fixé par la réunion du cadre régional de concertation, compte rendu Kandesila. Le retrait de la carte Nina et les dispositions pour une forte mobilisation à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain sont les points abordés au cours de cette rencontre du cadre de concertation régionale. À ce jour, plus de 87% des cartes Nina ont été retirées par les bénéficiaires au niveau de la région. Total de cartes remises, 900 290, soit un taux de retrait de 87,09.
En ce qui concerne le point de préparatifs, le matériel électoral est déjà en place dans les communes et la formation des présidents des bureaux de vote et assesseurs démarrée lundi se poursuit dans tous les cercles. Pour le gouverneur de la région, même si le pari de retrait de Cartinina est en passe d'être gagné, un autre défi majeur reste à relever, celui de la mobilisation sociale autour du vote le 28 juillet prochain. Je profite de cette occasion pour qu'au niveau de la commission, qu'on se fixe un objectif avec des stratégies à mettre en place pour effectivement la réussite de cette dernière opération, si je peux me le permettre, à savoir l'opération 80 à 85% de taux de participation au niveau de la région de Ségou. C'est possible. Le gouverneur, sous l'œil de quelques observateurs déjà sur le terrain, en appelle à chaque acteur d'œuvrer pour des élections libres, transparentes. Direction Mopti, là-bas, des artistes ont donné de la voix à travers un concert au stade de Barema Bokoum. Concert au cours duquel ils ont invité la population au retrait des cartes Nina et à la participation au vote du 28 juillet. C'est une initiative de la Fondation CMDID en partenariat avec le PNUD et l'ambassade royale des Pays-Bas, Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre de son projet d'appui au processus électoral que la Fondation CMDID, Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, a initié ce concert en live au stade Barema Bokoum de Mopti. Un concert animé par les artistes Abdoulaye Diabaté et Van Baxi. Nous lançons un vibrant appel à tous les citoyens pour que ces élections-là soient un exemple dans la sous-région, pour montrer à la face du monde que le Mali est un grand pays. À travers des messages de sensibilisation sur le retrait des cartes Nina, la participation au vote du 28 juillet prochain et la promotion de la paix, les artistes Abdoulaye Diabaté et Van Baxi se sont adressés au public mopticien. A signalé que le taux de retrait des cartes Nina dans la région de Mopti est de plus de 87%. Pour une meilleure organisation du vote des réfugiés, les autorités mettent les bouchées doubles. C'est dans ce cadre que le ministère en charge de l'administration territoriale vient de dépêcher à Tombouctou une équipe afin de faire le point des 6800 personnes concernées par cette disposition. Pour plus d'informations, écoutons Moussa Ahmed Maïga, chef de la mission, au micro de Adama Djimde. Je suis venu avec la liste de nos réfugiés qui se trouvent en République islamique de Mauritanie. Et ces réfugiés-là sont répartis entre les différents cercles de la région de Tombouctou et même d'autres localités du pays. Donc je suis venu voir s'il y a la possibilité de récupérer leurs cartes et de les mettre à leur disposition pour leur permettre d'accomplir leur vote. Parce que dans tous les cas, tout citoyen malien a le droit d'accomplir son devoir civique. Les listes, nous sommes en train de les ventiler au niveau des différents préfets afin qu'ils voient avec leurs différentes commissions s'ils peuvent retrouver les cartes au niveau de leurs communes respectives. Et les cartes seront envoyées à Bamako pour les acheminer sur les sites. Je descendrai avec les cartes à Bamako et les cartes seront acheminées en République islamique de Mauritanie pour remise à leurs titulaires. Hors du pays, maintenant, la distribution des cartes Nina au niveau du Bénin se passe bien. Sur les 2500 cartes reçues, 2117 ont été retirées au niveau des 2 centres de distribution que compte le Bénin. Diakari Diakone, chef de l'équipe chargée de la distribution, donne des détails au micro de nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Aïssata Ibrahim Maïga. La distribution, ça se passe plus ou moins bien. Au début, on a eu quelques difficultés, mais maintenant, ça va dans l'ensemble. Sur 2500 cartes, presque moins d'un quart reste encore non distribué. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est une zone de transit. La plupart de nos frères qui passent ici vont généralement en Afrique centrale. Donc c'est un carrefour. Compte tenu de ça, il y a d'autres qui sont partis avant la distribution des cartes et d'autres de passage prennent pour eux.
Nous arrivons à présent au premier dossier de la rédaction qui est consacré aux élections. L'option pour l'introduction de la biométrie dans le processus électoral malien apparaît comme un rempart contre les fraudes décriées à propos des précédents scrutins organisés. Les numéros d'identification nationale NINA, la photo et l'empreinte digitale, qui sont des éléments constitutifs du nouveau fichier électoral biométrique, sont sans conteste la nouvelle bête noire des fraudeurs. Telles sont les innovations qui ont motivé la relecture de la loi électorale. La nouvelle loi précise également les modalités de vote de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Dossier signé Oumar Moussa Traoré. La nouvelle loi électorale est le fruit d'un consensus entre la classe politique malienne, les pouvoirs publics et les différents acteurs impliqués dans le processus. À travers ce texte, le gouvernement a décidé d'organiser la présidentielle de 2013 sur la base du fichier électoral biométrique. Les éléments constitutifs de ce fichier sont extraits des données du fichier population, du recensement à vocation d'état civil RAVEC. Les principales caractéristiques de ce fichier biométrique sont le numéro d'identification de l'électeur, la photo et l'empreinte digitale. C'est pour prendre en charge ces différentes innovations que la loi a été modifiée. L'article 27 de 2011 disposait que, en substance, quand vous êtes malien, vous avez 18 ans au moins, que vous êtes électeur, à condition que vous ne tombiez pas sous le coup de la loi, que vous ne fassiez pas l'objet de condamnation et autres. Donc, quand vous jouissiez de vos droits civiques, vous avez 18 ans au moins, vous êtes qualifié d'électeur au sens de l'article 27 ancien. Et l'article 27 nouveau a ajouté cette précision qu'en plus des conditions déterminées par l'article 27 ancien, qu'il faille figurer sur la liste électorale. Cette disposition de la nouvelle loi pose quelques problèmes. Les éléments dont on disposait, basés sur le RAVEC, ne pouvaient pas prendre en compte dans ce laps de temps les majeurs de 2013, puisqu'on est allé en 2013 sans qu'on ait pris les dispositions pour effectivement enregistrer les empreintes et autres éléments biométriques des mineurs, parce qu'au moment où le RAVEC se passait, ceux qui ont 19 ans aujourd'hui ne disposaient pas d'empreintes sur les données au niveau de la base de données du RAVEC. Et s'il fallait reprendre toutes ces opérations, on n'aurait pas pu organiser d'élections en 2013. Donc pour parer à cette insuffisance, on a été amené à dire qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ans et de ne pas être condamné, mais il faut figurer sur la liste électorale. Donc ceux qui avaient leurs éléments biométriques au complet ont pu figurer sur la liste électorale de 2013. Et dans ce sens, c'est bon même de dire qu'il y a des majeurs qui ont été enrôlés lors du RAVEC, mais dont les données biométriques n'ont pas été exploitables. C'est bien de rappeler que cet article 27 peut faire des mécontents, mais il est bon de l'expliquer à l'avance que ce n'est pas fait sciemment, mais ce sont soit des impondérables de la technique qui ont fait que des majeurs de plus de 20 ans n'ont pas figuré sur la liste, ou simplement par des contraintes de temps. Autre innovation introduite dans la nouvelle loi, elle concerne le vote des personnes réfugiées. Les listes des réfugiés électeurs sont déjà disponibles. Actuellement, on s'attelle à la recherche de leur carte NINA. On a signé les accords tripartites, on a procédé au recensement, on a ensuite fait les recherches dans les bases de données, retrouvé les électeurs réfugiés, et maintenant, en accord avec les pays d'accueil et le HCR, on a organisé l'implantation des bureaux de vote, comment faire déplacer les agents électoraux, c'est-à-dire ceux qui vont tenir ces bureaux, comment les réfugiés aussi peuvent participer, comment retrouver les cartes NINA, parce que, comme je l'ai dit tantôt, sans les cartes NINA, les électeurs ne pourront pas avoir accès au bureau de vote. Comme on le voit, le fichier électoral biométrique donne plus de garanties en matière de réduction des fraudes. Il est assurément la nouvelle bête noire des fraudeurs. Mais le système tel qu'il a été conçu cette année mettra certains de nos compatriotes hors jeu de la présidentielle du 28 juillet prochain. Il n'y a pas d'organisation parfaite d'élection.
Et surtout le contexte que nous vivons au Mali aujourd'hui, il fait que ça et là, il y a des défaillances dans l'organisation. Quand on comprend le pourquoi de ces élections, les attentes des Maliens et les attentes de la communauté internationale, on comprend pourquoi on laisse de côté certains détails, même si c'est des questions légales, mais ce sont des détails par rapport à l'essentiel que nous voulons préserver. Et comme j'aime le dire souvent, il s'agit d'éteindre un incendie, et pour éteindre un incendie, on n'a pas besoin d'eau potable. On fait avec ce qu'on a sous la main. Il faut pouvoir aller à ces élections, malgré quelques grincements de dents ça et là, des contraintes de temps, des contraintes d'organisation, mais qui ne mettent pas en cause ce qu'il y a de fondamental. Nous avons dans notre démarche préservé l'essentiel pour que l'essentiel puisse aussi être retrouvé au bout du compte. Voilà qui est au moins clair. L'engouement constaté depuis quelques jours autour du retrait des cartes Nina est-il lié aux enjeux de la présidentielle de dimanche, enjeux qui sont extrêmement importants pour notre pays qui sort de la crise la plus grave de son existence? Le taux de participation, qui a souvent frôlé le ridicule par le passé, devrait nous renseigner sur cette question. En 5e région, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Malik Coulibaly, est en visite à Mopti où il a remis 4 véhicules et des ordinateurs aux acteurs de la justice sur place. Auparavant, il avait rencontré la famille judiciaire et visité les locaux de plusieurs structures relevant de son département. Nous suivons ce reportage de Jules Sambou Sissoko. Son sens du contact lui a conduit à Mopti pour rencontrer la famille judiciaire qu'il connaît bien comme la paume de sa main. Par la même veine, s'enquérir des conditions de travail et de vie des acteurs de la justice. Nous dressons le constat que la justice est démunie. Elle est démunie et le comble c'est qu'elle n'est pas à sa place dans les débats politiques aujourd'hui. Il faut que la justice soit au cœur de nos préoccupations et au cœur de nos priorités. La justice de notre ambition passe par l'amélioration des conditions de travail, a indiqué le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malik Coulibaly, devant les praticiens du droit, lesquels ont égrené un chapelet de doléances aux visiteurs du jour. L'État du Mali est en déliquescence parce que la justice a failli. L'État du Mali devra se redresser. Ce redressement passera nécessairement par la justice. Le bon accomplissement du service public de la justice suppose un minimum de conditions. La justice ne doit pas se débrouiller. Je le dis et je le répète, dans la débrouillardise, tout y passe. La situation des prisonniers a surtout interpellé le ministre Coulibaly. Les conditions de détention que nous avons constatées ici sont infrahumaines et ça rebute toute bonne conscience. Et c'est pour cela que les dispositions seront prises courant cette semaine pour que ces détenus puissent être transférés au niveau de la nouvelle maison d'arrêt de Mopti. Le clou de cette visite ministérielle est la remise des clés de 4 véhicules flambant neufs à la justice de paix à compétence étendue de Douanza, Bankas, Ténékou et Youarou et de 9 ordinateurs à la cour d'appel de Mopti, au tribunal de commerce et administratif, à la gendarmerie et au commissariat de police de Mopti et Sévaré. Plusieurs structures ont ensuite reçu la visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux. À Sikasso, la délégation de la plateforme Kel Tamashek était face aux acteurs de la société civile. L'objectif de cette rencontre était de présenter le document de référence pour l'unité nationale du Mali, compte rendu Sékou Konaté. En initiant cette descente à l'intérieur du pays, la délégation des cadres et leaders de la plateforme de Kel Tamashek veut présenter le contenu du document de référence. Une plateforme qui se fixe comme objectif le rejet des clichés médiatisés de rébellion Touareg, la réaffirmation de son attachement au Mali, son opposition à la violence, son attachement à la laïcité, à la démocratie et à l'état de droit. Que la société civile comprenne mieux de la région de Sikasso le sens, la portée et le contenu de cette fameuse rébellion qui est considérée par beaucoup de gens comme une rébellion Touareg, une rébellion redondante et qui est une rébellion presque à caractère racial, qui est contre les Noirs, qui est contre les ethnies. L'occasion était donc bonne pour cet ancien Premier ministre de faire la genèse des différentes rébellions, les motivations profondes des différents groupes,
les négociations engagées à chaque étape. Aux questions des participants relatives essentiellement à la restauration d'un dialogue intercommunautaire, à la relance du processus de développement économique et social, les membres de la délégation, appuyés par le gouverneur de la 3e région, Mahamadou Diaby, ont apporté des réponses. Et le président d'honneur de lancer ce message. À ceux-là qui ont pris des armes contre leur pays, je pense qu'ils ont troqué la bonne parole, la langue, l'utilisation de ce que Dieu nous a donné de plus cher, c'est-à-dire la parole et l'esprit, de troquer cela contre les armes, d'arrêter les armes et de revenir. Rappelons que la plateforme a un caractère apolitique. Elle a été lancée le 13 avril 2013. Retour ici à Bamako pour parler du lancement de l'opération Ramadan 2013 de l'association malienne pour la culture et la solidarité en partenariat avec l'ONG turque Yangoussou. Il s'agit au cours du mois de Ramadan d'offrir aux plus nécessités des denrées de consommation courante. Une manière pour les initiateurs de manifester la solidarité islamique à l'endroit des démunis. Compte rendu Batraoré. C'est parti pour la 8e édition de l'opération Ramadan. Au cours de cette campagne de solidarité islamique, 1400 colis alimentaires composés de riz, de sucre, d'huile et de pâtes alimentaires seront distribués aux nécessités. Selon les représentants de l'ONG turque Jamsiyu, cette opération se déroule chaque année au Mali aussi bien que dans plusieurs pays musulmans. Elle respecte l'un des premiers fondements de l'islam, à savoir l'entraide entre musulmans. L'Association malienne pour la culture et la solidarité AMCS œuvre pour le bien-être des musulmans, d'où son implication pour la cause. À travers cette opération, nous voulons apporter de l'assistance à nos frères et sœurs du Mali, à Bamako, à Ségou, à Sigasso, vraiment pour les soulager à bien observer le jeûne du mois de Ramadan. Le représentant de l'ambassadeur de Turquie au Mali situe le geste dans la bonne relation entre pays musulmans. Nous sommes très fiers en fait que deux associations de la société civile, AMCS et Jamsiyu, organisent une telle coopération pour que nous tous en fait qu'on témoigne du partage qui est imposé, qui est demandé par notre religion commune, qui est une grande richesse. Les représentants des départements chargés de la solidarité et des affaires religieuses ont tour à tour salué cette initiative de l'association AMCS et son partenaire Jamsiyu. L'AMCS et son partenaire Jamsiyu, au dire de leurs représentants, sont engagés pour d'autres activités de bienfaisance comme la réalisation de 75 forages et l'opération Tabaski avec plus de 20 baies pour les musulmans. Solidarité toujours des vivres pour les déplacés du Nord et des personnes vulnérables des 7 cercles de la région de Caille. C'est un don de l'Afrique du Sud. La remise symbolique a eu lieu jeudi dernier. Caille, Mahamadou Aliyoubari. La République sud-africaine marque une fois de plus son élan de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord de la région de Caille. Elle est démunie. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, au nom du ministre de l'économie et de l'action humanitaire, a procédé à cette remise symbolique de dons pour les 7 cercles de la région. Selon lui, ce don vient à point nommé en cette période du mois de Ramadan. Cette cérémonie se situe dans le cadre d'un don à titre humanitaire. Il y a une série de dons qui nous a été faits ici. Et le ministre a décidé de répartir ces dons-là entre tous les cercles de la région de Caille. Il voulait lui-même procéder à la remise symbolique au niveau de Caille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dès demain, les bénéficiaires qui ont été identifiés commenceront à recevoir leurs dons au niveau du cercle de Caille. C'est donc composé de, entre autres, 172 tonnes de maïs, 25 tonnes de riz, 10 tonnes de mil, 20 tonnes de sucre et 800 bidons d'huile, sera distribué entre les déplacés et les personnes démunies du cercle de Bafoulabin, Djeman, Caille, Kenyeba, Kita, Nyoro du Sahel et Yelimani. Les préfets sont chargés de l'acheminement de la distribution du don. En deuxième région, l'association des municipalités du Mali, en collaboration avec la Fédération nationale des associations de santé communautaire, vient de faire le point de l'état de lieu de la mise en œuvre des soins essentiels de santé dans la communauté et d'autres préoccupations relatives au bon fonctionnement des ASACO. La rencontre a regroupé les élus des 108 communes de Koulikoro, compte rendu Ousmane Koïta. Cette rencontre de restitution avec les élus locaux de la région de Koulikoro fait suite à celle de Ségou. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé communautaire et de la rémunération des agents de santé communautaire. La rencontre est une initiative de l'Association des municipalités au Mali en collaboration avec la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM. Donc l'objectif attendu c'est ça, c'est la compréhension, l'appropriation par les élus de cette politique-là
et alors l'engagement de l'inscription de ces chaleurs-là dans le budget au titre de l'exercice 2014. Pour atteindre les objectifs assignés, 3 communications ont été développées. Il s'agit entre autres de l'état des lieux de la mise en œuvre des soins essentiels de santé communautaire, la problématique de fréquentation des centres de santé par les femmes et les enfants de 5 ans et la conclusion de la rencontre de Ségou par l'AMM. Les communications ont été soutenues par les questions d'éclaircissement. Le développement d'une localité commence par la santé. Donc, si nous signons une convention avec l'Association des municipalités du Mali, c'est pour mieux maîtriser autant que possible le secteur de la santé, pour fournir les services de qualité en quantité aux populations qui en ont besoin aujourd'hui, pour les amener à faire face à d'autres types de développement, pour rayonner un peu dans les actions de la commune. La réalisation de ces engagements, à n'en pas douter, contribuera à accroître la couverture des services et des pratiques efficaces qui sauvent la vie des mères, des nouveau-nés et des enfants dans la perspective de l'atteinte des OMD 4, 5, 6 pour le Mali. L'étape de Koulikoro a pris fin par la validation de la déclaration solennelle et la signature d'une convention de partenariat entre tous les maires de la 2e région et la FENASCOM. C'est parti depuis hier pour les activités de l'association Engagement Positif pour le Mali. La cérémonie de lancement s'est déroulée à la Maison des Aînés et EPEM vise à soutenir les jeunes et les femmes dans leur devoir de citoyenneté pour un véritable changement dans notre pays. Nouhoum Sissoko. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion, de pardon et d'intenses prières. C'est aussi un moment de privation. Mois d'adoration d'Allah, une pratique religieuse qui s'accommode avec certains produits ou objets. C'est le cas du chapelet, de la chéchia et autres. Sur le marché de Bamako, ces produits sont les plus prisés après les alimentaires. Je suis venue à l'artisanat pour m'acheter un chapelet. J'en avais déjà, mais je préfère en augmenter, surtout qu'on est au mois de Ramadan. Je passais pour prendre un chapelet parce que quand je vois les chapelets, ça m'attire. Les prix de ces articles sur le marché ne sont pas stables. Par exemple, les boubous sont cédés entre 4 000 et 15 000 francs CFA et les parfums de 200 à 15 000 francs CFA. Et les commerçants de ces produits font de bonnes affaires. Parfum caman bɛ yen u sɔngɔw ka nɔgɔn et puis u kasaw ka di fana. Silamɛya ta fanfɛla fɛ kasa duman ka di Ala yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan quoi. N'i y'a ye jɛlen yɛrɛ bɛ seli a ka sɔrɔ i kasa jalen don quoi. Quant aux chapelets, leur prix varie entre 100 et 1500 francs CFA l'unité. Les foulards de 1000 francs à 2000 francs CFA et les chéchia vendus à 400 et 7500 francs CFA. Je vends des livres avec des chapelets, avec des habillements aussi. Il y a des courants, le moins informant, ça c'est des 1000 francs, des 1000 francs à 2000 francs jusqu'à 5000 francs. Mais les gros qualités, ça se commence à 5000 francs jusqu'à 100 000 francs. Pour les responsables d'organisations et associations musulmanes, certains produits ou articles sont intimement liés à la pratique de la religion. C'est vrai que le mois de Ramadan est un mois dans lequel on constate un engouement vers certains articles, notamment le chapelet, les boubous blancs, le tapis de prière, etc., etc. Vous saviez, c'est des choses qui symbolisent effectivement la religion. Ça ne fait pas la religion, mais ça symbolise la religion. Et le mois de Carême est un mois de recueillement, un mois de communion. Donc les gens ils sont encore plus orientés vers ces articles qui démontrent en réalité leur attachement à leur foi, à leur religion. Bon, dloki, que ça soit dloki bado ou bien dloki fitini, dloki ba koni ye anga lada koro ye anga jamana en kono ya. Bon, mais ati islameya kofo, parce que islameya ti finiti islameya kofo. Islameya te nazariya tuye, c'est-à-dire ye chuko ti islameya ye, mogo jogo anika ngania ode islameya ye. Kira na kira ka hadisa wala kama kusungulu te dore ye adira amma de ala kira mantu. Wanga ala bato akono, ala hine nyogona akono, ala islameya sinu da akono.
bon mɔgɔ caman bolo anw fɛ yan silamɛya sin furukiya don fugulanjɛmani don bon o bɛ se ka k'a sin ye. En attendant la fin du mois béni de Ramadan, commerçants et clients trouvent leur compte. Voilà, c'était là le second dossier de la rédaction consacré aux produits qui sont prisés pendant ce mois béni de Ramadan. Pendant cette période, après les denrées alimentaires, ce sont les chapelets, les boubous, les tapis de prière qui sont beaucoup sollicités par les fidèles musulmans. Vous avez pu suivre le reportage de Agibou Kouloubali. Sport, football, championnat national de Ligue 1, 29e journée. La Somme et le COB ont fait le nul, un but partout. Auparavant, l'ASB a dominé l'AS Real de Bamako, 3 buts à 1. Les deux rencontres ont eu lieu hier au stade du 26 mars. Le résumé des deux matchs avec Diara Konaté. Le Real de Bamako tombe dans la facilité en s'inclinant 3 buts à 1 face à l'ASB. Cette défaite s'explique. Pour moi, le foot, ça ne se joue pas seulement avec les pieds. Je pense qu'il y a le mental aussi qui compte beaucoup, qui compte énormément. Et je pense que sur le plan mental, je pense que les garçons n'étaient pas là ce soir. L'association sportive de Bamako profite donc de ce manque de concentration des Noirs et Blancs. À la 8e minute, Mamadou Diallo, libre de tout marquage, ouvre le score. Les Bamako doublent la mise à la 56e minute par le même joueur Mamadou Diallo. Les réalistes manquent l'occasion de réduire le score sur penalty tiré par Christophe Diallo. En vrai dire, ça n'a pas marché seulement. Sinon on a essayé, on a eu des occasions mais on n'a pas pu les exploiter. Les joueurs de Grand Tibou se portent à l'offensive. C'est ainsi qu'à la 60e minute, la défense des Scorpions provoque le penalty. Malik Berthier transforme ses coups de pied de réparation 3 à 0. Les Scorpions sauvent l'honneur avec un but de Malamine Mariko. Cette victoire 3 buts à 1 de l'ASB sur l'AS Real de Bamako lui permet de prendre une option sérieuse pour le maintien avant le dernier match contre Atar Club de Kidal. En seconde rencontre, Assom, assuré de maintien, en Ligue 1 se bat pour l'honneur contre le COB. Quant au Vert de Bamako, déjà assuré d'une place africaine, il lutte pour la 3e place du championnat qui reste incertaine avec le Djolba AC dans le rétroviseur. On était 3e avant ces matchs, mais il faut le dire aussi, le Djolba a un match en retard. Donc on ne peut pas dire que mathématiquement on est 3e, on est 3e en attendant le match en retard du Djolba. La première période se termine sans action d'éclat. Les deux équipes se quittent dos à dos à la mi-temps avec le score nul et vierge. À la reprise, la Somme se bat sans relâche. Elle obtient ainsi à la 55e minute le but inscrit par Omar Tandougoura. Le COB tente plusieurs fois de revenir au score. Finalement, une frappe de Wali Diabaté est repoussée par le gardien de but de la Somme. Abla Diarra est dans le bataille de récupération. Sa reprise est mal contrée par Tidjane Kamara, le portier de Misra. Le référé central, Ibrahim Aïdara, indique le point de pénalty et sort le carton rouge pour le gardien à la 60e minute. Abouakar Diarra réussit à mettre la balle au fond. 1-1, score final. C'est sur cet élément sport que prend fin cette édition.